Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 avril 2020, nous sommes confinés, vous êtes confinés, mais l'information continue. Bienvenue dans À l'air libre. Bonjour Fabien Escalonac, quel est le programme de ton côté? Eh bien, écoute, je vais recevoir Romaric Gaudin comme la semaine dernière, mais avec lui, nous aurons une autre invitée. Elle est sociologue, elle s'appelle Dominique Méda. Elle travaille sur la notion de travail justement depuis très longtemps. Et avec tous les deux, on va revenir sur cette déconnexion totale entre l'utilité sociale des métiers dont on a déjà parlé, les caissières, les soignantes, et leur place dans la hiérarchie des revenus. Et tu as une autre invitée, surprise. Tout à fait. Elle était déjà venue sur le plateau de Mediapart Live dans notre beau studio auquel on pense avec nostalgie. Elle s'appelle Jeanne Chéral, elle est chanteuse. Son passage peut être revu d'ailleurs en replay, hein. On a plein de replays à revoir sur le site sur YouTube. Mais là, elle a fait une petite chanson exprès pour nous, une reprise de Julien Bert qui s'appelle Le monde s'écroule, mais c'est pas si triste que ça. Je vous laisse découvrir ça tout à l'heure. En effet, chantons plutôt joyeuse en fait. À tout à l'heure, Fabien. Au programme de la première partie d'À l'air libre, retour sur le scandale des masques en France. Mediapart a publié hier, vous le savez, une enquête détaillant les graves manquements du gouvernement dans cette crise. On y reviendra avec Edoui Plenel et son parti pris. Pour réagir sur nos révélations, nous recevrons également Boris Vallaud, député des Landes et porte-parole du Parti socialiste. Alors que les morts s'accumulent et les hôpitaux sont saturés en Île-de-France, nous parlerons enfin d'une nouvelle qui donne des perspectives. Les malades et les associations s'organisent pour demander des comptes au gouvernement et alerter sur les pénuries à l'hôpital, notamment les pénuries de médicaments et de matériel et de masques. Nous en parlerons avec nos trois invités, trois femmes qui passent à l'action. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 13, c'est parti. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Président, cofondateur de Mediapart. Mediapart a révélé hier dans un article qui a eu un très grand retentissement, il va s'afficher la gestion chaotique par le gouvernement de la question des masques qui manquent aujourd'hui cruellement aux soignants et à la population, mais aussi les mensonges des autorités qui l'ont accompagné. Edoui, au-delà des faits évoqués qui sont à la fois précis et confondants, que nous dit cette enquête ? Cette enquête, Mathieu, est au cœur d'un enjeu décisif face à l'événement sidérant de la pandémie du Covid-19. Nous avons le droit de savoir, nous avons besoin de comprendre. Face à une telle situation inédite, improbable, l'information est une arme, alors que l'ignorance nous désarme. Il n'y aura pas de solidarité sans confiance, pas de confiance sans vérité. Alors nous devons comprendre. Il y aura toujours des virus. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Mais le fait qu'ils se transforment en épidémie, le fait qu'ils tuent en masse n'est pas une fatalité. C'est notre responsabilité humaine de réussir à les entraver, à les juguler, à les empêcher. Alors nous devons comprendre pourquoi la seule solution en France est, depuis près de 3 semaines, de nous confiner comme au Moyen-Âge. Nous devons comprendre pourquoi il y a cette immense pénurie de masques alors que c'est le b.a.-ba de la protection et du confinement individuel n'empêchant pas de se déplacer. Nous devons comprendre pourquoi il n'y a pas suffisamment de tests pour repérer ceux qui sont contaminés et protéger les restants de la population. Nous devons comprendre pourquoi les soignants, ceux qui devraient guérir, sont surexposés et eux-mêmes atteints par la maladie. Nous devons comprendre pourquoi nos dirigeants naviguent à vue, disant des mensonges, des réalités contradictoires, nous disant un jour qu'il faut fermer les écoles, mais quand même aller voter. Et puis un autre jour, nous disant qu'il faut rester chez soi, mais quand même aller travailler. Alors l'enquête de Mediapart, ces révélations nous permettent de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on nous a caché. On nous a caché qu'il y avait une pénurie car les stocks stratégiques de masques ont été mis de côté, ont été renvoyés au privé. Bref, l'État s'est désarmé sous le quinquennat précédent. Et au lieu d'assumer cela, d'appeler à une mobilisation générale de la société, eh bien, le pouvoir actuel a préféré cyniquement mentir, cacher cela en disant une énorme contre-vérité: les masques ne seraient pas utiles, ne nous protégeraient pas.
Et du coup, on a démobilisé tout le monde, et y compris l'État lui-même. Ce que notre enquête démontre, c'est que cela a aggravé toutes les lourdeurs bureaucratiques, à tel point qu'aujourd'hui encore, le recours et l'arrivée des masques, avec des chiffres contradictoires où les administrations elles-mêmes se contredisent, ne sont pas la pire. Dans l'obsession économique de ce pouvoir, des secteurs économiques non essentiels ont pu consommer des masques, y compris les masques les plus sophistiqués qui protègent les soignants, les FFP2 et P3. Et là-dessus, dans la foulée de cette enquête, Mediapart révèle, dans un autre article, comment derrière tout ça, il y a eu un État qui a tout oublié, qui a tout perdu. Jusqu'en 2012, il y avait un dispositif stratégique avec des procédures face aux pandémies. Et tout ça, c'est comme si ça s'était envolé. Alors, Mathieu, fondamentalement, cette enquête, elle nous révèle un effondrement, un affaiblissement de l'État. C'est pas seulement qu'il ne nous protège pas, qu'il ne nous protège plus, parce qu'il y a le tout économique qui les a amenés à des politiques désastreuses sur la santé, sur l'hôpital. Ce n'est pas seulement cet aveuglement politicien pour durer, c'est plus profondément toute une culture politique française qui est mise en cause, de verticalisme, d'autoritarisme, de mépris, et qui est au cœur de quelque chose qui contamine la politique française, qui est ce pouvoir ramené à un seul du pouvoir présidentiel. Cela crée de l'ignorance, de l'incompétence, de l'aveuglement, de l'immobilisme. La conclusion de tout cela, c'est que ce qui peut nous protéger, c'est la mobilisation de la société, sa vigilance, ses solidarités, ses mobilisations. Nous devons retrouver ce que toute la génération d'ACT UP face à une précédente pandémie avec le sida, le VIH, nous a appris. Il nous disait « silence égale mort ». Il nous disait « le savoir est une arme ». Eh bien, c'est ce que nous faisons, c'est à cela que sert un journal indépendant comme Mediapart partant de pandémie. Merci Edoui, et rappelons que ni Matignon, ni Agnès Buzyn et Olivier Véran, l'ancienne et l'actuelle ministre de la Santé, ni le ministère de l'Intérieur, ni la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, ni l'Agence Santé publique et la Direction générale de la Santé n'ont répondu à notre enquête. Cette émission et les colonnes de Mediapart leur sont évidemment ouvertes s'ils souhaitent le faire. Les masques, les pénuries, la gestion du gouvernement, on en reparle tout de suite avec notre invité. Boris Vallaud, bonjour. Bonjour à vous. Député des Landes, porte-parole du Parti socialiste et membre de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence sanitaire qui vient de débuter ses travaux. L'enquête que nous avons publiée hier sur Mediapart a pointé des dysfonctionnements majeurs et des mensonges à la tête de l'État ces derniers mois sur la gestion des masques, tandis que les soignants dans le pays font face actuellement à une urgence extrême dans les hôpitaux, sont contaminés par centaines. Alors évidemment, on est au cœur d'une vague de décès très violente, de deuil, mais Boris Vallaud, n'est-il pas déjà temps de dire que ce gouvernement a failli? Écoutez, il y aura un temps pour dire la façon dont a été préparée, gérée la crise, et j'allais dire la suite de la crise, parce que ça ne s'arrêtera pas avec le déconfinement. Il y aura des conséquences économiques, sociales, sanitaires absolument majeures. Et c'est pour ça que la commission d'enquête, qui devra succéder à la mission d'information, à laquelle en effet, avec d'autres parlementaires, j'appartiens, devra établir la vérité, la réalité des faits. Il y a un certain nombre des éléments qui ont été produits dans l'article auquel vous faites référence d'hier sur la gestion des commandes, des masques, des distributions, pose un certain nombre de questions que nous poserons, nous ferons les relais, mais la commission d'enquête aura évidemment des prérogatives qui seront plus importantes que la mission d'information, et notamment la possibilité de ce qu'on appelle les enquêtes sur pièce et sur place. Mais on est dans deux prérogatives, deux temps différents, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas dans un moment où le contrôle parlementaire doit s'exercer et où la continuité de la vie démocratique ne doit pas être une des exigences, un des impératifs du moment. Alors, on va parler de la mission d'information, mais quand on lit cette enquête de Mediapart, on s'aperçoit, et il y a beaucoup de questions là-dessus, donc c'était important pour nous de vous la poser, ces questions. C'est la ministre de la Santé de François Hollande, Marisol Touraine, en 2013, qui a décidé de supprimer les stocks stratégiques de l'État et de transférer cette compétence
aux employeurs, qu'ils soient privés ou publics. À l'époque, vous travailliez auprès d'Arnaud Montebourg au ministère du redressement productif, donc pas avec, bien sûr, pas dans le même ministère, mais au sein du même gouvernement. Avez-vous eu connaissance de cette décision à l'époque? Non, je dois vous dire en toute sincérité que j'ai appris la doctrine qui était celle de la gestion des masques à la faveur de cette crise du Covid-19. Et je crois que parmi les questions qu'il faudra se poser, c'est en effet comment nous avons établi une doctrine au milieu des années 2000, et puis comment elle a changé, notamment avec ce que vous dites, c'est-à-dire le fait de confier les stocks stratégiques de masques à d'autres que à l'État et en particulier aux établissements. Ça fait partie des questions qui devront être posées et qui devront trouver des réponses, d'ailleurs pour aussi en tirer des conclusions opérationnelles, parce que si cette crise est singulière, je ne crois pas qu'elle sera la seule. En tout cas, elle a vocation, dans ce qu'elle est, dans ses manifestations, malheureusement, je le crains, à se reproduire. Et quand vous êtes devenu secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2014, de 2014 à 2016, enfin jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande, les stocks stratégiques de masques n'ont pas été reconstitués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retournement de la nouvelle doctrine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, et indépendamment des conclusions qui pourront être tirées un peu plus tard, vous estimez que ça a pu être une erreur? Écoutez, je vais vous dire, si je suis comme tout le monde, je constate qu'il manque des masques. Et donc, la première des conclusions que je peux en tirer, c'est oui, il faut des stocks stratégiques immédiatement disponibles, bien supérieurs. C'est, j'allais dire, la réponse de bon sens que chacune et chacun peut donner. Et je crois qu'il faudra aller au-delà de ça, se poser la question de savoir si, compte tenu de ce que sont les stocks stratégiques, nous avions la capacité soit d'importer, soit de produire en France. Manifestement, la réponse n'est pas tout à fait oui. Elle est même, d'après ce que je comprends, ce que je lis, très largement insuffisante. Donc il y a la question des stocks qui se posera, de cette, j'allais dire, cette doctrine, et puis il y aura la question de la base industrielle française et de cette espèce de souveraineté sur un certain nombre de dispositifs de santé stratégiques dont on voit qu'ils ont fait défaut dans la capacité à les obtenir et à les produire. Mais pour être très clair, auprès de François Hollande en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, en 2 ans, cette question n'est jamais venue dans des réunions, des discussions. Je dois vous dire que moi, je n'en ai jamais entendu parler. Alors j'ai compris que c'était une note au Conseil de défense auquel je n'assistais pas, donc je ne peux pas vous en dire. Mais je ne suis pas certain que la chose ait forcément été remontée jusqu'au président de la République. D'ailleurs, c'est une vraie question. À quel niveau véritablement la décision a été prise? Je crois que tout ça, ça fait partie des questions que personne n'aura le droit d'esquiver, parce qu'évidemment, elles sont fondamentales. Donc on a justement publié ce matin un article de François Bonnet-Edoui, il faisait référence dans le précédent plateau, ce matin, qui s'appelle « Gérer le Covid-19, pourquoi l'État et l'exécutif ont tout oublié ». Et comme vous dites justement, on y apprend qu'en 2011, jusqu'en 2011, l'État avait un plan pandémie précis, il y avait une délégation interministérielle, des plans, des budgets, un établissement public même chargé de constituer et de gérer un stock national de santé, notamment de médicaments, de matériel, de masques. Et François, dans cet article, écrit quelque chose, année après année, écrit-il, la démobilisation et les coupes budgétaires vont réduire à presque rien ces dispositifs de préparation. En 2015, un rapport du sénateur Francis Delattre met en garde contre ce démantèlement de fait. Ce n'est qu'un rapport de plus. Autrement dit, personne n'en a parlé à l'époque. Comment on explique cette absence alors que la question des pandémies était une priorité quelques années auparavant, comment on peut expliquer cette absence de réflexion à ce sujet-là pendant toutes ces années? Écoutez, il faudra se poser la question de savoir si c'était une absence de réflexion ou si la doctrine telle qu'elle avait été pensée en 2011 avait le sentiment qu'au stockage massif, d'autres dispositifs de mobilisation des équipements de santé, des dispositifs médicaux étaient possibles. Manifestement, ça n'a pas fonctionné comme ça avait pu être imaginé à l'époque. Comment s'est passée la démobilisation? Là, je veux vous dire, je ne suis pas historien des choses, mais je lis comme vous ce qui s'est écrit dans vos colonnes, ce qui s'est écrit dans d'autres journaux, de gens qui ont été les acteurs ou les témoins à la fois de la constitution de ces stocks. On se souvient à l'époque du procès qui avait été fait à Roselyne Bachelot, d'avoir été, j'allais dire, excessive dans les précautions qu'elle avait prises. Moi, je me souviens à l'époque, je commençais ma carrière de fonctionnaire, de stockage de vaccins, de Tamiflu, vous vous souvenez de cette molécule stockée sur les bases militaires dans l'hypothèse où il y aurait une grande pandémie. Force est de constater que
elle avait été bien inspirée et que, au fond, nous devons nous réjouir qu'elle n'ait pas eu à les utiliser. Donc je crois qu'il va falloir reprendre ça avec à la fois des considérations scientifiques, mais aussi politiques. Une ou deux questions pour continuer. Il n'y a pas de masque aujourd'hui, en tout cas un grand manque de masques. Il n'y a pas de tests, donc ce qui pose des questions sur comment on sort de ce confinement, très concrètement. Pas de blouse aussi, parfois, ou d'équipements basiques dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour pallier ces pénuries? Alors d'abord, une des demandes que nous avons formulées, c'est que l'État dise, même si on conçoit que cela est compliqué, quels sont les secteurs essentiels à la continuité de la vie de la nation, pour, j'allais dire, ne pas dissocier les moyens dont on sait qu'ils sont comptés. L'Italie, l'Espagne se posent ces questions-là et réduisent encore l'activité économique pour que les équipements de sécurité aillent d'abord à ceux dont on ne peut pas se passer. Vous avez évoqué les établissements hospitaliers, mais je les crois prioritaires par rapport à un certain nombre de secteurs de l'industrie que votre article a également pu mentionner. Notamment l'aéronautique, Airbus. Voilà, et ça met notamment, j'allais dire parfois en difficulté, un certain nombre d'employeurs qui sont pris dans cette espèce d'injonction contradictoire entre la protection des salariés, qui évidemment leur est due, auxquels ils sont attentifs, et en même temps, parfois l'incapacité à trouver les bons équipements. Mais vous avez évoqué la question des hôpitaux. Mais la protection, elle doit se faire aussi dans les EHPAD, dans les services d'accompagnement et d'aide à domicile. Je regarde moi le département des Landes, où le département et les services de l'État sont en train d'équiper les services d'aide à domicile. C'est des milliers de personnes fragiles, handicapées, dépendantes, qui sont obligées de rester à domicile, et avec, heureusement, des gens qui vont les voir. Il y a besoin de ces équipements de protection. Quand je suis interpellé par les syndicats de policiers qui me disent qu'ils n'ont pas non plus les équipements qu'ils devraient, je dis que voilà la priorité, c'est celles et ceux... Un policier est décédé aujourd'hui du Covid. Je l'ai lu, ce qui d'ailleurs nous renvoie aux propos pour le moins assez déplacés, pour ne pas dire plus, du préfet de police. Donc voilà, je crois qu'il y a des personnels à protéger, ceux qui tiennent le pays debout, il y a ceux que j'ai évoqués, mais il y a aussi les éboueurs, les caissières, les ouvriers, tous ceux qui sont là aujourd'hui au travail et qui assurent la continuité de la vie des nations. Mais ce qui n'est pas essentiel doit rester, à mon sens, confiné. Mais là, c'est une décision qu'il appartient aux autorités sanitaires de prendre. Si on parle du confinement, justement, pour continuer, pour terminer, qui concerne donc tout le pays, il va avoir un coût économique, vous l'avez dit, mais aussi social, psychologique énorme. On peut aussi parler des enfants, le fait que les écoles soient fermées. Hein, ça pose beaucoup de questions sur l'éducation. On en a parlé à l'Air Libre avant-hier. Les experts disent qu'il faut qu'un confinement, en tout état de cause, soit court. On a l'impression que le gouvernement... Pour vous, le gouvernement a-t-il une stratégie là-dessus et est-ce qu'on nous donne assez d'informations aux Français sur la façon dont on va sortir de ce confinement? Écoutez, le confinement, il faut qu'il soit massif pour être le plus bref possible. Voilà, et pour contenir l'épidémie. C'est ce que j'ai compris de mes lectures, parce que ma science, là aussi, en la matière, est récente, mais j'imagine, comme vous, on écoute les experts. Il viendra le temps du déconfinement. Le temps du déconfinement, ça ne peut pas être le temps de la démobilisation, parce qu'il faut réussir ce déconfinement pour pas qu'il y ait de rebond épidémique et pour qu'on puisse reprendre la continuité de la vie de la nation. Il y aura un coût économique, mais enfin, il ne sera pas insurmontable aux nations qui décideront de prendre leurs responsabilités. À l'Europe qui devra faire plus que ce à quoi elle a consenti aujourd'hui. Quand je dis plus, je dis beaucoup plus. Tous les chefs de gouvernement disent « quoi qu'il en coûte ». Eh bien, prenons-les les uns et les autres au mot. Et il y aura un coût social qui sera important. On l'a évoqué, vous l'avez évoqué par ailleurs, la question de l'éducation. Vous savez, l'école à la maison, c'est une machine à reproduire les inégalités, parce que selon les familles, les enfants ne sont pas dans les mêmes dispositions matérielles, ne sont pas dans les mêmes capacités d'être accompagnés par leurs parents. Il va y avoir un effort très important à accomplir. Il va y avoir des questions sociales très fortes, parce qu'on a bien vu que là aussi, on ne vit pas le confinement de la même manière selon qu'on est bien loti ou qu'on a des difficultés. Et il faudra aussi soutenir le pouvoir d'achat des Français les plus modestes, de ceux qui se retrouveront dans la difficulté. Je pense en particulier à tous ceux qui travaillent dans les secteurs économiques, qui ne rattraperont pas les 2 mois
de perte de chiffre d'affaires. Je pense à l'hôtellerie, à la restauration, au transport. Cela, il n'y aura pas de rebond. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup plus pour eux et pour les salariés qui y travaillent. Je termine par une petite question. Justement, vous avez déposé une proposition de loi pour interdire notamment le soutien de l'État aux entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires en ce moment. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, tout simplement? L'Espagne, dirigée par un Premier ministre socialiste, a aussi tout simplement décidé d'interdire les licenciements pendant cette période. Est-ce que ce n'est pas ce que vous seriez prêt à défendre aujourd'hui? Je crois, alors effectivement, vous avez raison de faire allusion à ce que nous avons déposé hier comme proposition de loi. C'est simplement un problème éthique et moral. On est même choqué de devoir la déposer. Quand on touche des aides publiques de l'État, eh ben, on ne distribue pas de dividendes. Ça peut pas être sur les licenciements. Et sur les licenciements, je pense qu'il faut aller en effet plus loin que l'a fait le gouvernement, même s'il faut convenir, je suis souvent critique, donc de temps en temps, j'admets quand des efforts sont faits, que le dispositif d'emploi partiel est généreux, même si on aurait aimé un taux de remplacement à 100%, qui précisément répondrait à la question du licenciement, puisqu'il n'y aurait pas d'objet économique à ce licenciement. Ok, merci beaucoup, Boris Vallaud. Bon week-end. Portez-vous bien. Merci, bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Information égale pouvoir. C'est un des slogans que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'organisation ACT UP Paris. Les lettres blanches sur fond noir, le triangle rose inversé, l'imagerie iconique de ce groupe d'activistes qui a lutté contre le sida aux États-Unis, mais aussi en France dans les années 90, connu pour ses actions coup de poing, les apps contre les personnalités politiques et les labos face à l'indifférence et à l'homophobie à l'époque. Information égale pouvoir. C'est un des slogans d'ACT UP. Et il y en avait un autre qui était très célèbre à l'époque, qui est toujours très célèbre, qui s'appelle Silence égale mort. Et 2 décennies plus tard, on a l'impression de voir se rejouer une séquence un peu similaire avec le coronavirus. Évidemment, l'histoire ne se répète jamais de la même façon, mais quand même, on observe des résonances troublantes, et Edoui Plenel l'a rappelé, ce mélange à la tête de l'État d'incompétence et d'impréparation, de négligence qui, en l'occurrence, est en train de tuer en priorité les plus faibles, les vieux, les malades. Ce matin, j'ai trouvé ce tweet de Gwen Fauchois, une activiste lesbienne et féministe, ancienne vice-présidente d'ACT UP à la fin des années 90, qui, je trouve, résume bien les parallèles qu'on peut faire aujourd'hui avec le coronavirus. Elle écrit « Ce qui me mettait le plus en rage au cœur de l'épidémie de sida, c'était les morts dont on savait qu'elles auraient pu être évitées. L'interdiction de la pub pour les capotes, préservatifs, de la vente de seringues et la traque des tox autour des bus d'échange, l'écoulement des stocks de sang contaminés. » Et elle poursuit, même chose aujourd'hui, non pas qu'il n'y ait pas eu d'autres scandales sanitaires entre-temps, ces morts dont on sait qu'ils n'avaient rien d'inéluctable et qui résultent de mauvaises décisions, de retard, de mépris social, d'incompétence et de mensonges d'État. De tout cela, on va discuter avec nos invités qui, dans ce moment de choc et de sidération, ont décidé de passer à l'action et de s'organiser. Manon Le Breton, d'abord, cofondatrice de la toute nouvelle association Corona Victimes, l'association française des victimes malades et impactées du coronavirus, qui entend défendre leurs droits et demander des comptes à l'État. Bonjour Manon. Bonjour. Pauline Londet, cofondatrice de l'Observatoire Transparence Médicaments, qui vient avec d'autres associations comme ACT UP, justement, mais aussi Adélico, les collectifs interhôpitaux et interurgences, de saisir le Conseil d'État pour demander, au nom du droit à la dignité humaine, des réquisitions nécessaires, écrivez-vous, face à la pénurie de matériel et de médicaments. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Isambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable. Aide s'est joint à cette requête au Conseil d'État. Aide aussi, d'accord, c'est joint à cette requête, pardon. Et Caroline Isambert, responsable plaidoyer et mobilisation citoyenne de l'association de lutte contre le sida Aide, donc. Vous êtes, comme d'ailleurs Pauline, une ancienne d'ACT UP, et vous êtes aussi historienne. Vous avez soutenu une thèse sur la couverture maladie des pauvres et des étrangers en France des années 80 à nos jours. Merci d'être là. Je voudrais commencer avec vous, Manon Le Breton, cofondatrice donc de Corona Victimes, une association qui vient d'être créée pour réunir et organiser les victimes du coronavirus. Déjà, vous faire réagir sur l'enquête de Mediapart dont on a reparlé au début de cette émission, et notamment sur cette question de la gestion des masques par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous l'avez lu et qu'est-ce qu'en ont pensé vos adhérents? Évidemment, c'est quelque chose
d'assez sidérant, même si il faut bien dire que on sentait venir ce genre de révélation. Merci beaucoup à Mediapart d'avoir fait ce boulot-là, déjà maintenant au cœur de l'action. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'est pas totalement surpris de voir sortir ce genre d'informations, dans la mesure où depuis maintenant quelques semaines, pour peu qu'on fasse ce travail de tresser d'une certaine façon les trois fils chronologiques qui sont d'une part le fil des décisions sanitaires qui ont été prises en France, qu'on compare avec les décisions et les évolutions sanitaires dans les autres pays, à commencer évidemment par la Chine et l'Italie. Et si on inclut là-dedans le fil des décisions politiques, il est assez évident depuis déjà un certain temps que les décisions qui sont prises, les priorités ne sont pas au bon endroit. Il suffit vraiment, c'est particulièrement frappant quand on se penche justement sur la façon dont les décisions politiques s'agencent avec les décisions sanitaires. Bon, ça commence à être régulièrement répété, mais il suffit de rappeler que le 29 février, on en était encore dans un conseil des ministres consacré, soi-disant, au coronavirus. La décision qui en ressort en priorité, c'est le 49.3. Donc, et ça, on peut refaire ce type de comparatif très longtemps en avant. En amont, c'est vrai que sur la question des masques, c'est évidemment un fil qui est particulièrement parlant, parce que ça fait le lien aussi. Alors là, je rebondis sur les tweets que vous citiez. On parle de la question du silence qui serait synonyme de mort. Mais là, on a envie de dire il aurait presque mieux valu le silence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu affaire à des opérations de com avec Sibeth Ndiaye en tête, hein, évidemment, qui s'est quand même fait beaucoup remarquer, chaque opération de com était à la limite ou franchement dans le mensonge et dans les fake news. Et ce n'est pas seulement le problème de la communication qui s'écoute parler et qui est en déconnexion avec l'action, c'est surtout que cette communication a des conséquences dramatiques et qu'elle crée des comportements dans la population qui ne sont pas adaptés à la gravité de la situation. Je pense évidemment à ce qui s'est passé au moment du premier tour des municipales, par exemple, où on invitait les gens à aller voter alors même qu'on était dans cette urgence absolue du confinement, parce qu'il était déjà trop tard pour lisser la courbe par une politique de tests massifs et d'équipement par des masques, hein, justement, qui avaient été eux aussi écartés négligemment par le gouvernement et par Sibeth Ndiaye dans la communication. Voilà, enfin, on peut prendre ça de mille façons. Je pense qu'effectivement, en l'occurrence, il aurait mieux valu le silence que ces opérations com absolument scandaleuses. Alors, pour préciser, hein, l'association que vous avez créée, cofondée avec plusieurs personnes, c'est une association, certes, pour réunir les malades, j'imagine, pour qu'ils s'organisent les uns les autres, mais c'est aussi une association pour demander des comptes. Et je crois que d'ailleurs, vous êtes en train de lancer des initiatives extrêmement concrètes à ce titre. Oui, alors notre association, en fait, son premier objectif dans l'urgence de la situation, c'est de doubler la plainte qui, vous savez, a été déposée par un collectif de 600 soignants qui ont déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la République, puisque elles attaquent deux ministres en exercice, à savoir, enfin, qui l'ont été, Agnès Buzyn et Édouard Philippe. L'ancien ministre de la Santé, donc, et l'actuel Premier ministre. Absolument. Nous, par souci de réactivité, en fait, notre première action, elle est de ce côté-là, parce que c'est la plus évidente et la plus simple d'une certaine façon. Mais il est évident qu'avec les personnes qui sont en train de se joindre, de rejoindre l'association, les victimes directes ou indirectes, mais aussi tout un tas de citoyens qui estiment avoir été surexposés à un risque sanitaire, hein, ce qui, en justice, en droit, a une valeur évidente, eh bien tous ces citoyens à différents niveaux qui sont impactés de différentes façons dans cette crise sanitaire, sont en train donc de nous rejoindre et de s'organiser pour envisager d'autres types d'actions par la suite en justice. Par exemple, il semble assez probable que par la suite nous allions vers du pénal,
ou vers des plaintes administratives. Enfin, il y a tout un éventail d'actions qu'on est en train d'envisager. Et pour ça, on prend le temps là de lire très attentivement les témoignages qui nous remontent de différentes sources et de voir ce qui émerge dans ce qui va pouvoir être attaquable et ce qui va permettre à chacun des citoyens qui se joignent à nous de faire valoir ses droits, ensuite d'être éventuellement dédommagés. Mais on voit bien que c'est au-delà de ça, il y a d'abord un besoin de faire la lumière et un besoin de connaître la vérité sur ce qui a eu lieu et ce qui continue d'y avoir lieu. Pour bien être d'accord, vous êtes en train de saisir justement donc la Cour de justice de la République. Ça va être fait, c'est fait? Oui, c'est en train d'être déposé. Là, il y a un petit délai administratif qui fait qu'elle n'est pas encore enregistrée formellement, mais c'est en train de se faire. Donc on va donner déjà, avant d'oublier, hein, le site Manon, si des malades ou des personnes décédées, des proches pardon, de personnes décédées évidemment, veulent vous contacter. Le site c'est coronavictime avec un s à victime.fr et une adresse mail contact@coronavictime.fr. Restez avec nous, Manon. On va passer maintenant à Pauline Londet. Ça fait longtemps, Pauline, que vous travaillez sur la question des médicaments. Vous connaissez ça très bien. Il y a aujourd'hui une pénurie de médicaments, d'équipements, de masques, évidemment, dans les hôpitaux. Est-ce que ce qu'on a pu révéler hier sur Mediapart vous étonne? Non, malheureusement, absolument pas. Bon, j'ajouterais également qu'il y a une pénurie de tests et une pénurie de beaucoup de matériel absolument essentiel à la prise en charge de la personne. Alors, ce qui se passe est absolument... les révélations d'Apart d'hier ne m'étonnent absolument pas. On est très inquiet sur une pénurie des médicaments. On pense que le gouvernement a pu davantage anticiper, puisqu'on savait, connaissant la chaîne d'approvisionnement du médicament, puisque la matière première vient de Chine, ensuite elle est envoyée en Inde, où elle est transformée en produit fini, et ensuite elle est envoyée dans les pays membres de l'Union européenne, et avant d'arriver en France, ou alors elle arrive en France directement d'Inde. En fait, on pouvait anticiper qu'il y aurait des ruptures de médicaments. On aurait pu l'anticiper il y a quelques semaines déjà, et là on a l'impression que le gouvernement découvre la situation et ne propose pas vraiment une mesure urgente. On a saisi le Conseil d'État pour demander de réquisitionner les moyens de production pour produire les médicaments dont nous avons besoin, également les autres équipements, tests, masques, etc. L'enquête a été lancée, mais on a lancé aujourd'hui, donc avec aide et avec donc notre organisation membre de cette coalition, un appel à témoignage pour que les personnes qui témoignent de ces pays aux différents niveaux puissent témoigner et on retournera vers le Conseil d'État. Alors, vous écrivez hein, dans la saisine du Conseil d'État, donc vous dites qu'elle a été rejetée, mais en tout cas, c'est un document quand même important. Vous écrivez dans ce texte qu'il faut des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments au nom du droit à la dignité humaine. On va voir s'afficher ce texte. Et vous écrivez aussi les médicaments qui sont actuellement sous tension sont pour la grande majorité dans le domaine public. Ils sont plus sous brevet et la production de la matière première est possible en France. Absolument, c'est des médicaments qu'on produisait avant en France. La délocalisation a eu lieu parce que les firmes pharmaceutiques voulaient optimiser au maximum les marges. Donc, on a concentré, ça a été une ultra-concentration en fait, du marché de la matière première avec des contrats d'exclusivité avec des firmes multinationales. Donc, il y a très peu de producteurs de matière première, ils sont tous en Chine. Et forcément, quand la chaîne dysfonctionne, et ben, ça impacte la planète entière. En France, on a le savoir-faire pour produire cette matière première, on peut la produire. Et c'est ça qu'on dit maintenant, il ne faut plus perdre de temps, parce qu'on a suffisamment perdu de temps. Il faut lancer les choses maintenant. Hier, j'ai échangé avec un pharmacologue qui connaît parfaitement le marché de la matière première et il nous disait pour relancer une production, il faut 1 mois. Et si c'est vraiment une molécule vraiment complexe, 4 mois. Donc, si on s'y met maintenant, on peut peut-être éviter un arme en ayant également une marge de négociation dans des importations de médicaments là, pour gérer la pénurie médicale. Parce que ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui est absolument scandaleux. Il faut quand même remettre dans le contexte. Notre observatoire a été contacté il y a une semaine
par le président de la commission médicale de l'APP, qui n'a aucun retour du gouvernement sur les stocks. Donc, les privés hospitaliers sont face à des situations éthiquement insupportables. C'est-à-dire qu'ils doivent raffiner les médicaments parce qu'ils ne savent pas s'ils en auront le lendemain, ou plus personne, etc. Donc, éthiquement, il y a vraiment un problème majeur. Et je pense que voilà, c'est vraiment une question de dignité, de respect de la dignité, de respect des personnes. La situation est vraiment dramatique. Et le gouvernement doit maintenant, si on veut éviter un drame sanitaire vraiment terrible. Merci beaucoup, Pauline. Et si vous voulez alerter les associations sur les pénuries de médicaments, d'équipements, de masques, que vous êtes soignant, par exemple, n'hésitez pas à envoyer un mail. L'adresse va s'afficher à témoignage.pénurie.covid19@gmail.com, témoignage.pénurie.covid19@gmail.com. Caroline Isambert, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du plaidoyer et des mobilisations citoyennes pour l'association AIDE. Première question, pour une grande association de lutte contre le sida comme AIDE, quel est l'impact du coronavirus? Quelles sont les urgences à traiter? Le principal impact, c'est de continuer au maximum, sans mettre en danger évidemment les militants, les actions de santé qui sont assez indispensables. Il faut qu'on continue à faire du dépistage et puis il faut qu'on accompagne les gens dans leurs droits. Il y a eu un bras de fer dans la première semaine qui a suivi pour que les droits à la couverture sociale, les droits sociaux, mais aussi les types de séjours soit prolongée. On a des inquiétudes assez spécifiques, par exemple pour les personnes qui sont usagères de produits stupéfiants. Il peut y avoir une difficulté à s'approvisionner, il peut y avoir tomber sur des produits de mauvaise qualité et on craint une multiplication des surdoses. Donc là aussi, ça nécessite de mettre à disposition très vite et le matériel d'injection propre qu'on a l'habitude de distribuer, mais aussi des antidotes à base de naloxone pour les usagers de drogue. Donc il y a plein d'actions. Il y a des publics aussi comme les travailleurs et les travailleuses du sexe qui sont très impactés économiquement, évidemment par le confinement. Donc il y a plein d'initiatives de soutien qui se mettent en place. Et comme d'habitude, ce n'est pas des populations qui sont au cœur des politiques publiques et comme souvent, c'est l'action solidaire associative qui essaye de pallier ces manquements. Donc le confinement, évidemment, c'est évident, mais il faut le dire et le répéter, précarise des populations qui sont déjà précarisées ou en difficulté ou isolées. À l'image de ce qu'a été la crise du VIH, c'est un exhausteur d'inégalités absolument terrible. Et les populations qui sont concernées par le VIH et les hépatites, c'est les plus fragiles, c'est les plus stigmatisées, c'est les plus discriminées. Et le confinement ne fait hélas que le confirmer. Alors, si je tenais aujourd'hui à ce que vous soyez en plateau, c'est parce que vous êtes évidemment une praticienne de la santé publique, mais aussi une historienne. Et il y a en ce moment, dans le discours général, évidemment, une injonction au confinement. Il y a même des amendes, évidemment. Dans la situation présente, le confinement est la meilleure des situations, puisque ce qui devait être fait auparavant n'a pas été fait. Mais quand même, vous dites, regardons un peu, on est passé finalement très vite de l'injonction à se laver les mains suffit, il n'y a pas besoin de masque, à être à plus de 500 mètres de chez soi, c'est un acte très grave. Donc il y a comme ça une sorte de grand changement qui s'est produit en quelques jours dans ce pays. Et vous dites, vous faites partie des gens qui disent attention, ne mettons pas juste l'accent sur les comportements individuels des gens, mais pensons les choses de façon plus large. Là, l'histoire du VIH aussi, au risque de faire ancien combattant, nous l'a appris. Essayer de remettre sur les individus la responsabilité de l'épidémie, c'est la meilleure façon de dédouaner les responsabilités politiques. Donc c'est vrai qu'on a vu, y compris avec des mouvements contre les gens qui avaient des résidences secondaires, ceux qui sont allés dans les parcs, il y a eu une façon dans ce début d'épidémie et de ce début de confinement d'essayer de dissoudre la question de la responsabilité et des politiques publiques. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec une échelle de temps beaucoup plus grande. Ça a été sur plusieurs années où c'était les homosexuels, les usagers de drogue qui étaient les responsables du VIH. On a eu dans une séquence très très resserrée ce qu'on a connu tout au long des années 80 avec le même
retard d'intervention de la puissance publique. Par ailleurs, il y a eu aussi un énorme souci de pédagogie et plutôt d'appropriation des mesures par la population. Et là encore, on a des parallèles historiques extrêmement forts. Ce n'est pas exactement la même chose, l'injonction à se laver les mains et à celle de ne pas sortir tout seul dans la rue. Il y a une injonction qui est une injonction de réduction des risques assez classique et qui permet de limiter les risques de transmission. Ne pas se balader tout seul dans la rue, c'est rendre plus facile le contrôle général de la population en conditions de confinement. Ça ne répond pas aux mêmes logiques et jusqu'ici, ne pas l'expliquer clairement ne semble pas avoir eu dans un moment de grande crise et où on peut quand même remercier le fait qu'il y ait énormément soit des citoyens qui travaillent, soit des citoyens qui acceptent une réduction de leur liberté publique très grande. Il y a une bonne acceptation, mais plus on va aller plus les semaines vont se passer et si ce n'est pas expliqué clairement, on risque d'avoir un refus. Parallèlement, les politiques de santé publique, il y a le Covid, mais elles portent aussi sur plein d'autres enjeux. Si on commence à confondre santé et ordre public, on va payer le prix dans les mois et les années à venir extrêmement lourd de gens qui vont se méfier de plus en plus des injonctions en santé qui seront données par le gouvernement. Nous, acteurs de la santé communautaire, acteurs d'une santé de terrain qui n'est pas forcément médicalisée, on essaye de se faire entendre en disant il y a une façon de faire passer les messages de prévention, de partir de là où sont les gens plutôt que de leur dire exactement comme ils devraient faire, qui nous semble pouvoir être mise à profit. Le deuxième point qui est assez rageant et qui nous met très en colère, c'est que certes, on ne pouvait pas prévoir jour par jour qu'il allait avoir une grippette qui allait devenir une maladie extrêmement grave. Néanmoins, des deux choses, les arguments de santé publique, ils ont été de moins en moins puissants ces dernières années pour faire bouger les politiques. En matière d'accès aux soins des étrangers, c'est l'un des thèmes sur lesquels j'ai travaillé et Aide se mobilise aujourd'hui. Ça fait des années qu'on dit attention, il y a des enjeux de santé publique qui font qu'il faut couvrir, donner une couverture sociale aux personnes indépendamment de leur statut administratif. On ne peut pas mélanger politique de contrôle des flux migratoires et santé publique. Un autre exemple, les pénuries de médicaments. Les pénuries de médicaments, on les voit arriver, on les a vus arriver sur des vaccins, sur des médicaments antirétroviraux, et on dit, et c'est absolument désespérant de voir, d'avoir été Cassandre, c'est désespérant de dire, d'avoir dit pendant des années, s'il y a un gros problème, s'il y a une grosse crise de santé publique, on ne pourra pas faire face parce qu'on a des chaînes de production tellement longues, tellement éloignées, on a perdu du savoir-faire en France qui fera qu'on ne pourra pas faire face. Donc c'est vrai que la voie large des gens qui représentent ce qu'on appelle parfois la démocratie sanitaire, elle a été très très peu présente depuis le début de cette crise et ça risque d'être très coûteux en termes de santé pour la suite. En tout cas, elle est sur Mediapart. Merci à vous trois d'avoir été là et on restera évidemment en contact avec vos combats pendant toute cette période qui promet d'être longue. Merci à vous et merci beaucoup aussi à Christophe Gueniot qui m'a aidé à préparer cette émission. Maintenant, on va prendre un petit temps pour écouter la formidable Jeanne Chéral qui a adressé une vidéo surprise à Mediapart. Sa chanson s'appelle « Le monde s'écroule ». Il s'écroule peut-être, mais heureusement, c'est avec elle. On l'écoute. Salut! Alors j'avais envie de jouer une chanson de Julien Bert que j'adore. C'est une chanson sur son premier album qui s'appelle « Le monde s'écroule » parce qu'on a vraiment besoin de messages d'espoir en ce moment. Voilà, c'est une chanson qui a des paroles un peu apocalyptique, mais avec une douceur, une musique hyper dansante. On a vraiment envie de rouler du bassin dessus. Et j'adore Julien Bert, j'adore son écriture, j'adore sa façon de composer. Ça a l'air tout simple en apparence, mais c'est hyper brillant. Voilà, Le monde s'écroule par Julien Bert. Je vais jouer le premier couplet et le refrain.
encore un peu plus, la trace de ses pas. Chercher dans la ville, autour des néons, acheter des annuaires, y guetter son nom. Le long des avenues, je parle tout bas à des réverbères qui ne me répondent pas. Au-dessus des toits, c'est drôle comme on entend parfois monter de la rue ces mots de tristesse et de joie. Le monde s'écroule, mais le monde, c'est quoi? Juste une grosse boule qui roule sous nos pas. La terre est ronde, mais la terre, c'est quoi? Juste une seconde qui n'en finit pas. Juste une seconde qui n'en finit pas. Merci à Jeanne Chéral pour ce partage et nous filons maintenant vers la deuxième partie de cette émission avec deux invités. Dominique Méda, tout d'abord. Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà, vous êtes sociologue à l'université Paris-Dauphine. Alors, on ne vous voit qu'en photo parce que nous avons des petits problèmes de connexion. C'est ça aussi, le confinement et ses aléas. Avec vous, mon collègue Romaric Godin, qui est journaliste à Mediapart et spécialiste des questions économiques. Ensemble, nous allons revenir sur ce que la crise sanitaire révèle de notre rapport collectif au travail et de la façon dont ce travail est valorisé ou pas dans notre société. Dominique Méda, vous travaillez sur le travail justement depuis de longues années en tant que sociologue. On a tous constaté à quel point la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart des salariés des secteurs dits essentiels qui sont exposés au public sont parmi les salariés les moins payés en temps ordinaire, et y compris aujourd'hui. Est-ce que ça vous désole qu'il faille une crise sanitaire comme celle qu'on vit pour que cette déconnexion entre l'utilité sociale des métiers et la hiérarchie des revenus saute aux yeux de tout le monde, ou est-ce que vous y voyez une occasion quand même positive malgré tout de enfin pouvoir la remettre en cause, la rediscuter? Bon, bah, les deux, mon capitaine. Oui, c'est bien sûr désolant qu'il faille des circonstances comme celle-ci pour que ça nous saute à la figure, hein, parce que je crois que vraiment ça nous saute à la figure, cette espèce de discordance entre, d'un côté, je dirais, la hiérarchie du prestige social, de la reconnaissance et des rémunérations d'un côté, et l'utilité sociale de l'autre. Parce que c'est vrai que, bon, même s'il y a des médecins, des infirmières, des techniciens qui sont fortement mobilisés et qui prennent des risques, on voit bien que la majeure partie des personnes aujourd'hui qui sont confrontées au risque parce qu'elles sont au contact, ce sont des professions qui sont traditionnellement quand même peu considérées. On parle même souvent de métiers non qualifiés ou peu qualifiés, ce qui est quand même blâme, avec beaucoup de femmes qui sont très, très peu payées. Et donc, on a en première ligne, comme ça, en effet, les métiers du care. Alors, tous les métiers du care, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les personnes qui nettoient, les agents de sécurité, et puis les personnels de la vente et de la grande distribution, qui prennent donc beaucoup de risques et en effet qui font face à une sous-rémunération chronique, je dirais. Et on sait très bien pourquoi, hein, les chercheuses l'ont bien montré. Je suis très, très heureuse que justement les travaux des chercheuses puissent être à nouveau rendus visibles. Je pense à ceux, par exemple, de Rachel Silvera et Séverine Lemierre, sur les raisons pour lesquelles dans ces métiers, les femmes sont chroniquement sous-rémunérées, parce qu'elles sont énormément à temps partiel, et puis aussi parce que leurs compétences sont considérées comme naturelles et donc n'auraient pas besoin d'être particulièrement rémunérées.
Alors, vous avez employé la notion de care, hein, la notion de soin. Il y a maintenant 10 ans, ça paraît un siècle, hein, mais Martine Aubry avait un peu contribué à ce que ce terme-là vienne dans le débat public en parlant à l'époque où elle était première secrétaire du Parti socialiste d'une société de soins mutuels. Et j'ai retrouvé une interview où vous réagissiez à cette notion en pointant qu'elle était un peu vague et qu'il fallait en défendre une version un peu subversive, notamment, disiez-vous, pour réévaluer au sens fort du terme les métiers du care. Ça veut dire quoi, les réévaluer au sens fort du terme, si on doit en faire un agenda là, pour l'après-Covid? Alors, au sens fort du terme, ça veut dire, je pense, petit 1, les payer réellement, hein, parce qu'on a dit les salaires des personnes qui sont dans la grande distribution ou dans ces métiers de sécurité, de nettoyage, etc., c'est des salaires extrêmement bas, hein. Par exemple, pour la grande distribution, on sait qu'on est entre 800 et 1100 euros, alors que l'utilité est immense. Donc, c'est d'abord les payer et c'est sans doute aussi les reconnaître socialement, parce que ce sont des métiers peu considérés, y compris dans le langage de tous les jours, hein. On dit souvent aux jeunes, oh, bah, si tu travailles mal, tu seras caissière. Or, on voit aujourd'hui l'utilité énorme de ces métiers. Il y a des chercheuses britanniques qui ont fait un très très beau travail, justement sur l'utilité comparée, par exemple, d'une personne qui nettoie à l'hôpital et d'un conseiller fiscal, montrant dans les deux valeur sociale de ces métiers et l'énorme discordance avec leur rémunération. Et sur le care, je trouve que c'est une notion très intéressante, mais on pourrait encore lui donner une plus grande ampleur, une plus grande amplitude. C'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, si on veut repenser la société d'après, on pourrait mettre à la place du paradigme actuel, qui est quand même un paradigme d'exploitation et de conquête de la nature, un peu la modernité flamboyante, un paradigme du prendre soin et du prendre soin à la fois des personnes, mais aussi, bien sûr, de la nature, hein. On est, par exemple, avec Jean Gadret, Florence Janicatrice, ça fait longtemps, quand on raisonne sur le modèle d'après des sociétés post-croissance, on se dit que vraiment, ce qui serait intéressant, c'est de changer radicalement de paradigme et de mettre cette idée du prendre soin au centre de toutes nos réflexions. On va en parler. Une toute petite question que j'ajoute. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait qu'elles étaient que ces salariés, et souvent salariés EES, étaient peu payés parce qu'on leur attribue des qualités de soins qui seraient naturelles. Est-ce qu'il ne faut pas aussi le rapporter à la dégradation qu'il y a eu en termes de rapport de force dans le monde du travail depuis une quarantaine d'années, et notamment dans les secteurs des services qui, on le sait, sont assez peu syndiqués, pardon. Est-ce que voilà, c'est pas en termes de rapport de force aussi entre travail et donneur d'ordre, capital qu'il faut réfléchir? Bien sûr, bien sûr. Bah, par exemple, on sait que pour tout ce qui est personnel de nettoyage, il y a énormément de sous-traitance. Plus on a de sous-traitance, on le sait, hein, moins les personnes sont syndiquées et plus elles sont isolées. Et ce que je trouve intéressant en ce moment, et pas mal de syndicalistes en font état, hein, c'est que une partie des salariés aujourd'hui complètement décontenancés par ce qui se passe, et notamment par la grande difficulté à mettre en œuvre le droit au retrait, se tourne vers les syndicats et se fait aider par les syndicats. Et là, je trouve qu'il y a un certain espoir, parce que ça veut dire que les salariés vont sans doute comprendre qu'ils peuvent trouver de l'appui auprès de ces syndicats, et ça fait partie du monde d'après, que de penser qu'on va pouvoir s'appuyer sur eux pour une mobilisation qui nous permettrait, qui seule nous permettra, hein, de revaloriser ces métiers. Parce que quand même, la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça reparte exactement comme avant, et même qu'au contraire, hein, ça a été tellement difficile pour les entreprises qu'elles en profitent pour faire encore des économies sur le dos des salariés, à la fois pour moins les payer, pour peut-être en avoir moins, etc., etc. Ouais, c'est ce dont on parlait avec Romaric la semaine dernière. Je vais me tourner vers toi, Romaric. On va d'abord écouter le ministre Bruno Le Maire qui parlait récemment là, de ce qui va être décidé, hein, de mettre en place, c'est le gouvernement qui le décide, de mettre en place une prime de 1 000 € pour les salariés qui continuent d'être à leur
poste pendant l'épidémie, une prime qui va être défiscalisée pour les employeurs. On écoute le ministre et on en parle juste après. Récompenser les salariés pour leur courage, pour leur professionnalisme et pour leur dévouement. On a déjà prévu que cette prime, qui normalement était conditionnée à un accord d'intéressement, ne soit plus conditionnée à rien du tout. Et vous pouvez la verser, il n'y a pas de charge sociale dessus, il n'y a pas de charge fiscale jusqu'à 1 000 euros. Est-ce qu'il faut aller au-delà de ces 1 000 euros? Je suis tout à fait ouvert à ce que nous menions cette réflexion avec le Premier ministre, avec le Président de la République et avec le ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous y êtes favorable? Mais moi, je suis favorable à ce qu'on récompense à la fois par notre respect, par notre considération, et c'est peut-être le plus important, mais aussi sous forme salariale et sous forme des récompenses monétaires, tous ceux qui aujourd'hui nous permettent de vivre normalement. Donc on peut imaginer un doublement de cette prime. Qu'aujourd'hui il y a des millions de Français, mais je ne sais pas si ce sera un doublement, je ne sais pas si ce sera une simple augmentation, je dis juste, reconnaissons ce que nous devons à tous ceux qui travaillent. Alors voilà, Romaric, cette prime de 1 000 euros, donc elle va être à disposition des employeurs. Bruno Le Maire parle de récompense monétaire. Est-ce que c'est un terme qui te paraît approprié? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à parler de récompense monétaire, alors même que, si j'ai bien suivi, cette prime est totalement défiscalisée? Ça veut dire qu'au fond, on considère que c'est pas grave qu'il n'y ait pas toute la partie socialisée du salaire qui protège contre les risques de la vie qui va avec. Oui, en fait, on voit bien que la stratégie du gouvernement est exactement la même. Hein, cette prime de 1 000 euros qui est défiscalisée et sur lesquelles on ne paye pas de cotisation de salaire, c'est-à-dire effectivement de cotisation sociale, pardon, c'est-à-dire effectivement ce salaire socialisé. Eh bien, c'était l'idée qui avait été mise en place après la crise des Gilets jaunes. Donc, c'est toujours la même chose. On revient à ça et effectivement, il faut le dire et le rappeler, ce n'est pas du salaire en réalité. C'est une prime ponctuelle parce que en ce moment, on se rend compte qu'on a besoin de ces gens-là et donc on les récompense par une prime ponctuelle, mais pas du tout, en fait, par une revalorisation salariale. Et d'ailleurs, le ministre le dit, il y a cette prime et puis il y a notre respect et la récompense du courage, enfin je ne sais quoi. Tout ça, c'est assez étrange parce que le travail, il se vend sur un marché libre du travail aujourd'hui et que effectivement, si on a une utilité sociale importante de ces personnes et de ce travail, eh bien, il devrait y avoir aujourd'hui une revalorisation réelle du travail, c'est-à-dire une revalorisation salariale en fait. Et c'est ça qui effectivement manque complètement, c'est que dans l'urgence, eh bien, on donne une prime. En fait, on donne une prime pour que ces gens viennent travailler malgré le virus. Et ça ne peut pas être totalement déconnecté du fait que le gouvernement a refusé et refuse toujours de définir ce que sont les secteurs essentiels et les secteurs non essentiels de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui travaillent dans des secteurs qui, en fait, ne sont pas essentiels au fonctionnement normal de la société dans cette période de confinement et qui donc prennent des risques pour des raisons qui sont aujourd'hui des raisons qui ne sont pas des raisons d'utilité sociale, mais qui sont des raisons de poursuite en fait de l'activité économique, en espérant que ça va repartir après le confinement. Donc il y a toute une ambiguïté là du gouvernement qui joue effectivement sur la redécouverte de cette utilité sociale, mais qui n'est pas véritablement, à mon avis, une prise en compte de la valeur sociale de ces métiers. Mais alors, justement, si on va plus loin, au-delà de la revalorisation salariale qu'on peut imaginer, lorsqu'on parle des caissières, des soignantes, des agents de nettoyage, etc., est-ce que cet épisode-là et cette sorte de prime un peu à la hâte ne révèle pas aussi que le marché du travail tel qu'il fonctionne de manière ordinaire, en fait, n'est pas capable de valoriser à son juste prix, j'allais dire, la valeur réelle du travail qui est accompli par les personnes concernées, et donc que c'est le fonctionnement même, quelque part, du marché de l'emploi, du marché du travail, qui est défectueux.
Si on réfléchit en termes marxiens, d'une certaine façon, on voit bien que effectivement, il y a chez Marx deux valeurs travail, la valeur du travail où en fait on travaille pour le fonctionnement de la communauté, pour sa valeur sociale, et puis il y a ce qu'il appelle le travail abstrait, qui en fait est une abstraction effectivement et qui permet de valoriser le travail une fois qu'il est mis sur le marché via la marchandise. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et c'est comme ça effectivement que l'on détermine le prix du travail et la valeur travail. Et effectivement, ce que la crise met en évidence aujourd'hui, c'est cette dichotomie entre les deux valeurs travail, d'une certaine façon, et le fait que ce travail abstrait ne reflète rien en termes d'utilité sociale, et que donc le salaire en tant que transformation marchande du travail révèle ses limites, parce que en réalité, la valeur sociale, c'est-à-dire la capacité du travail à faire fonctionner la société aujourd'hui, elle n'est pas du tout valorisée par le marché du travail classique et le fonctionnement capitaliste du travail. Dominique Méda, oui, je vous laisse réagir sur cette question et peut-être sur le fait que il y a peut-être une fixation plus politique au fond des revenus à assumer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur ce que disait Romaric Gaudin, parce qu'on a quand même eu une très dérégulation du marché du travail toutes ces dernières années, avec de plus en plus de nouveaux contrats, des contrats très très de chantier, les contrats, les CDDU, le temps partiel qui permet quand même de contourner la rémunération minimale du SMIC, etc. Donc on a eu à la fois une dérégulation, toute une série, on s'en souvient, de lois et quand même de démantèlement du code du travail qui ont permis aux employeurs d'aller de plus en plus loin. Et donc, oui, il faut absolument réguler tout ça, remettre du code du travail, remettre du droit du travail. Mais c'est vrai que toutes ces dernières années, entre la loi El Khomri et les ordonnances du début du quinquennat Macron, on a eu quand même du mal. Donc là, il faut vraiment repartir complètement dans l'autre sens. Et sans doute pas seulement travailler sur les petits salaires, mais peut-être aussi travailler sur les rémunérations exorbitantes des patrons du CAC 40 ou d'autres métiers où ça devient absolument n'importe quoi, d'autant que maintenant, on a bien vu que quand même, il y a un certain nombre de métiers qui, quand on est en condition de survie, ne servent strictement à rien. Donc, par exemple, l'idée qui avait été souvent, parfois émise de salaire maximum, peu importe comment on arrive à la mettre en œuvre. Est-ce que cette idée-là, elle vous parle ? Bah oui, elle est très intéressante. Alors, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Si jamais on n'y arrivait pas, il faudrait se rattraper par d'autres moyens, bien sûr, c'est-à-dire soit par des tranches d'impôt sur le revenu plus fortes, soit un retour de l'ISF, soit tout autre type de taxe. De toute façon, je pense qu'en sortie de crise, là, on devra avoir recours à des impôts plus élevés pour les très riches, pour aider la société à se remettre sur pied. Romaric, une réaction là-dessus. Toi qui travailles sur les politiques gouvernementales, on n'est pas sûr que ce soit le chemin qu'ils prennent. Mais... Oui, parce que justement, en écoutant Dominique, on se pose une question un peu naturellement, c'est est-ce que les gens qui aujourd'hui sont en place dans ce gouvernement sont les personnes qui sont les plus à même de prendre en compte tout ce que Dominique vient de dire, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont fait élire sur un programme de dérégulation du marché du travail, qui se sont fait élire sur justement le fait que plus on irait vendre sa force de travail sur un marché et mieux la société se portera. Ce sont des gens qui ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont capables de revenir complètement à l'envers, et est-ce que ce sont les plus compétents pour faire ça? C'est une vraie question aujourd'hui qu'on est en droit de se poser dès maintenant et sans doute après la fin du confinement. C'est un peu étrange d'avoir à la fin du confinement une politique qui irait dans le sens complètement contraire de ce qui a été fait ces 3 dernières années. Oui,
Pardon, si je peux juste ajouter un mot. Malgré en effet les expressions du président de la République, moi il y a un point qui m'a beaucoup gênée, c'est que alors même qu'il y avait la possibilité au moment du vote de la loi de finances rectificative, celle qui a été promulguée le 23 mars, qu'il y avait la possibilité là de mettre en œuvre une rémunération des soignants et notamment des plus bas salaires telle qu'elle est réclamée depuis un an par les hospitaliers, il ne s'est rien passé. On aurait pu le faire là, dans cette loi de finances rectificative, on aurait pu faire une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, et ça ne s'est pas passé. C'est là, je trouve qu'il y a ça nous met d'une certaine manière la puce à l'oreille sur la valeur, la solidité des engagements du président de la République, sans parler de la fameuse note de la Caisse des dépôts que vous avez sortie, le fameux plan sur l'hôpital, qui fait quand même froid dans le dos. Alors, je ne résiste pas, vu qu'on parle du gouvernement, de son rapport au monde du travail, à revoir avec vous un extrait d'une interview de Muriel Pénicaud. C'était à propos de certaines fédérations patronales du BTP qui pensaient que c'était peut-être autant de mettre en pause leur activité. Et elle a parlé de défaitisme. On regarde ça. Et ça, j'en appelle aussi aux entreprises. Moi, j'appelle au civisme des entreprises. Je suis scandalisée de voir que hier, la fédération du CAPEB a écrit à tous les artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant « Arrêtez tous les chantiers ». La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Ouais, et donc, juste après, elle explique qu'effectivement, c'est du défaitisme et qu'il faut aller au turbin. En gros, alors on n'aime pas trop les métaphores guerrières qu'emploie parfois le pouvoir, mais là, on a vraiment l'impression d'une sorte de... qu'en gros, c'est la scène des généraux ventripotents qui envoient le prolétariat au front et qui s'en retournent paisiblement au télétravail. Est-ce que ça ne dit pas quand même quelque chose d'assez grave sur le rapport assez vertical, assez disciplinaire qu'il y a au travail, notamment pour la sortie de crise, quoi. Question à tous les deux. Elle a été un peu rattrapée, Muriel Pénicaud, par Bruno Le Maire, après, qui a vu que ça avait été beaucoup trop loin, avec les réactions courroucées de toutes les fédérations du bâtiment. Moi, je dois dire que ce qui m'avait surprise, c'était, parce que j'ai regardé le fameux débat sur la loi de finances rectificative, quand Bruno Le Maire a annoncé que 40% des gens allaient être en télétravail, 15% des gens allaient être au chômage partiel, et 45% allaient continuer à travailler. Alors là, je dois dire, j'étais complètement sidérée, parce que 45%, c'est énorme. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on met les gens là dans des injonctions contradictoires absolument épouvantables. On leur dit à la fois surtout ne sortez pas et surtout allez travailler. Donc il y a de quoi devenir complètement fou. Romaric, là-dessus. Oui, je crois que c'est vraiment le problème de ce gouvernement qui n'arrive pas en réalité à trouver l'équilibre entre la politique sanitaire et l'urgence sanitaire et sa politique qui est celle de pouvoir continuer à reprendre un cours normal et peut-être même à aggraver encore la lutte sociale ensuite. Donc, très clairement, on est dans une situation où on perd sur les deux tableaux. On perd parce que de toute façon, c'est pas parce qu'il y aura des chantiers qui continueront qu'on n'aura pas une crise économique, et on perd parce qu'en continuant à aller travailler, les gens en fait ralentissent le règlement de la crise sanitaire. Donc c'est encore une fois un des problèmes qui se pose, c'est vraiment un problème de compétence de ce gouvernement qui est incapable en fait de fixer des priorités. Et notamment des priorités sanitaires, parce que ces vraies priorités sont, à mon sens, ailleurs. Dominique Méda, dans une interview récemment, un site qui s'appelle Pour l'Écho, vous disiez notamment que le confinement, le recours accru au télétravail allait nous amener à repenser notre rapport au travail et à nous rendre compte de la centralité qu'il occupe dans nos vies. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous vouliez dire par là? Et est-ce que vous suggérez que ça va être l'occasion peut-être de relativiser cette place-là et de remettre au goût du jour, peut-être plus facilement que ces dernières années, cette fameuse idée de réduction générale, égalitaire du temps de travail, plutôt que la réduction un peu à la sauvage du temps de travail à laquelle on assiste dans les sociétés occidentales?
Alors ça, c'est une énorme question. Alors, il me semble que oui, à mesure qu'on est comme ça confiné, il y a un nombre de personnes de plus en plus grand qui fait l'expérience du manque de travail. Et c'est vrai que cette expérience, elle était pour l'instant réservée aux chômeurs, aux intérimaires, aux intermittents. Et je pense que beaucoup de personnes vont prendre conscience en même temps des fonctions du travail, hein, le côté de structuration du temps. C'est ce que racontait déjà Lazarsfeld et Joada dans Les chômeurs de Marienthal, hein, la petite bourgade autrichienne qui est frappée par le chômage. Et alors tout s'arrête et le temps est complètement déstructuré et les hommes, plus encore que les femmes, sont complètement déboussolés. Donc ça va nous permettre sans doute de toucher du doigt à la fois les fonctions structurantes, sans doute aussi des aspects du travail qui jusque-là étaient un peu invisibles, l'importance des échanges, du contact, des collègues, des sourires, des discussions à la machine à café, parce que là, on se parle à travers un ordinateur. Bon, on va se rendre compte aussi des avantages et des inconvénients du télétravail. C'est merveilleux qu'on puisse faire cette émission ensemble, et en même temps, il y a des côtés très frustrants, il y a d'énormes dangers, hein, que les salariés soient extrêmement isolés de leur ordinateur face aux consignes de leur employeur. Il y a un débordement de la vie familiale par la vie de travail. Donc voilà, on se rend compte de tout ça. Et quant à votre question sur la réduction du temps de travail, alors moi je dois dire que j'ai longtemps été une adepte, une fervente partisane de la réduction du temps de travail, la réduction collective bien sûr du temps de travail. Au moment des lois Aubry, j'étais au ministère du Travail et j'ai soutenu tout ça de toutes mes forces. Je ne suis plus sûre que ce soit la priorité. Pour moi, la priorité, c'est la reconversion écologique de nos économies, qui peut être en même temps une formidable idée, hein, pour créer des emplois. Et je pense qu'en fait, je ne sais pas si on aura à la fin de cette reconversion écologique plus ou moins de travail, mais il me semble que si vraiment on s'y engage, qu'on émet moins de CO2, qu'on relocalise nos emplois, qu'on a moins recours à des adjuvants en quelque sorte mécaniques émetteurs de CO2, il va y avoir plus de travail humain. Et alors ce surcroît de travail humain, ce plus de travail humain, pas nécessairement plus agréable, mais peut-être avec plus de sens, on pourra le redistribuer, il faudra qu'on le redistribue sur l'ensemble de la population active, mais je ne sais pas si à la fin, ça nous donnera un temps de travail plus court ou plus long. Et j'ai envie de dire que du coup maintenant, c'est plus tellement ma priorité, ça. Ouais, on comprend bien, c'est une intervention intéressante parce qu'effectivement, on connaît votre engagement de longue date sur ces questions-là. Dominique Méda, je vais vous remercier. On arrive à la fin de cette partie. Vous avez évoqué les joies des rencontres autour de la machine à café. Alors, Romaric, je ne sais pas quand on aura l'occasion de refaire le monde dans la machine à café, enfin autour de la machine à café, mais en tout cas, je te remercie toi aussi d'être intervenu dans cette partie-là. Et puis, donc, j'allais dire qu'on allait retrouver donc, dans l'émission l'équipe d'Ouvrez les guillemets, donc Usul et Cotentin, qui eux aussi sont confinés, mais qui pour autant continuent d'explorer le web et ce que ce moment particulier inspire aux internautes. Voici donc les confinautes. Tu m'entends ? Ouais. T'as vu là que sur Twitter, il y a une bagarre entre Stéphane Guillon et Mediapart ? Hein ? On s'en bat pas un peu les couilles de Stéphane Guillon ? Bah si, mais en fait il a réagi à l'enquête de Mediapart, tu sais, sur la rupture de stock de masques là. Il a dit que c'était pas le moment de chercher les responsables, qu'il fallait laisser les gens faire leur deuil. Du coup il y a Edoui et Fabrice qui lui ont répondu, et là il a traité Fabrice Arfi de Milou d'Edoui Plenel. Ah le bâtard ! Faut pas qu'on trouve une photo de lui dans la piscine à Takedine, hein. Dans je sais plus quel épisode des Confinautes, on vous a dit qu'on ne vous parlerait plus de stars. Bon, jusqu'ici ça va, on vous a parlé que de Stéphane Guillon. Bon, bah figurez-vous que finalement on va quand même vous parler de stars, parce que bon, notre ligne éditoriale c'est un peu n'importe quoi. Ah, parce qu'on a une ligne éditoriale. Non, t'inquiète. On va reparler de stars parce qu'un petit article d'Arrêt sur Image revenait sur un phénomène nouveau sur les réseaux, c'est que les gens en ont marre des stars et ils se mettent à leur parler trop mal. Bah comme nous, on en avait marre des stars. Oui, parce que nous on est des vrais gens. La preuve, on lance rien de caritatif. Par exemple, moi j'anime une matinale sur Twitch, et sachez que si vous donnez de l'argent, et bien parce que je suis encore un vrai Jean, cet argent sera reversé en intégralité à moi-même. Ah oui, c'est bien ça l'autopromo, ça te présente sous un jour sympathique, je pense que cette promo sera efficace. Revenons à l'article d'Arrêt sur Image.
Dans ce papier signé Thibaut Prévost, on apprend d'abord que l'initiative de Gal Gadot, la reprise d'Imagine, a paru décalée en cette période. Quand tout le monde flippe, se prive, s'enferme ou se tue à la tâche, étonnamment, les stars indolentes dans leur superbe jardin, ça agace plus que ça ne suscite l'admiration. L'article revient sur notamment ce tweet de J-Lo qui se plaint de ne plus pouvoir aller au resto. Elle publie une vidéo qui nous montre sa maison de confinement, une maison qui rappelle celle des bourgeois dans Parasite, ce que les internautes n'ont pas manqué de souligner. Il y a même un hashtag qui commence à circuler, Guillotine 2020, en français dans le texte. Et c'est ça le rayonnement culturel français. Le France, le baguette, le guillotine, le CGT. Et en France justement, puisqu'on parlait de caritatif, hier il y a eu un live exceptionnel de McFly et Carlito en soutien au personnel soignant. Allez, tu vas voir qu'ils vont demander du pognon aux gens. Eh bah pas du tout, c'était pour soutenir un vaste programme de nationalisation et la création d'un impôt exceptionnel et confiscatoire sur les grandes fortunes. Putain, c'est vrai ? Bah non. Mesdames et messieurs, ce qui va se passer aujourd'hui pendant 11 heures de live, évidemment, on va soutenir les hôpitaux. Vous savez très bien que ce soit les patients ou les soignants, on est en contact avec la fondation des hôpitaux de Paris, de France, de Paris et de France, qui va chapeauter les revenus et qui transformera cet argent en matériel médical, paramédical. Il y a eu 11 heures de live, et autant vous dire qu'on n'est pas assez payé pour regarder 11 heures de McFly et Carlito juste pour préparer les confinotes. Du coup, on allait voir un journaliste qui a suivi cet événement, Vincent Manilève, l'auteur de YouTube, Derrière les écrans, ses artistes, ses héros, ses escrocs. Je vois le truc des dons qui pop, ça m'émeut en fait. L'argent m'émeut. Voilà, en général, ils s'engagent, j'ai l'impression, sur une très courte durée. Et puis surtout, en fait, ils s'engagent pour responsabiliser, enfin faire porter la responsabilité sur leurs abonnés. Et c'est ça un truc qui me dérange énormément aussi. C'est vrai que c'est assez délicat. On peut pas nier l'effet positif peut-être à court terme de leur démarche, mais c'est vrai qu'à long terme, avec le recul, on peut se dire ah, mais il y a quand même il y a moyen de faire vraiment mieux quand même. Ils ont quand même fait gagner pendant le live des téléphones d'une marque dont ils sont partenaires tout au long de l'année. Et tu sais quelle personnalité de premier plan est passée sur le live ? Stéphane Guillon ? Non, c'est quelqu'un que les jeunes connaissent. Thibaut InShape ? Presque. En fait, c'est Macron lui-même qui est venu poster son petit commentaire. Enfin, c'est plus probablement son community manager, mais ça a eu son petit effet. Tout le monde était ravi, alors il y en a même un qui a tenté de faire passer un message politique en demandant une prime pour les infirmières. C'est Big Flo, qui s'est pas démonté, on le félicite. Attends, Big Flo, c'est le petit nerveux avec le grand front, là ? Mais tu sais, mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque, espèce de fils de pute. C'est vrai que c'était assez amusant de voir que, contrairement à hier soir où Big Flo avait l'air très très remonté contre son chat et ses modos en plus, là il était extrêmement bienveillant, on va dire, ils étaient un peu comme des fous, mais ce que je peux comprendre sur un live, sur le coup de l'émotion de voir le président ou un de ses représentants sur Internet. Mais il n'y avait pas que des stars de YouTube sur ce live, on a aussi vu Guillaume Canet ou encore Pierre Ninet. Ah oui, c'est pas très culture internet tout ça, qu'est-ce qu'il foutait là ? Eh ben Vincent Manilève a une explication et vous allez voir, c'est assez intéressant. Faudrait rechecker, mais je pense qu'ils font partie potentiellement du groupe Fimalac, donc via Webedia. Webedia qui appartient à Fimalac, je sais pas si c'est le même, entre guillemets, les mêmes talents, c'est-à-dire si Gad Elmaleh il est produit par une société de production de Fimalac. Bon, lui il se contente de spéculer, mais nous on a enquêté pour vous. Ah bon ? Tu m'as juste dit que t'avais fait 5 minutes à googler des trucs. Mais non, ça fait plusieurs mois que je suis sur cette enquête, je te l'ai déjà dit. Ah oui, la grosse enquête, grosse révélation Mediapart, exclusivité Confinote. Derrière McFly et Carlito, il y a Webedia. Webedia qui a été racheté par Fimalac, la boîte de Marc Ladré de La Charrière. Seulement, Fimalac a aussi investi dans d'autres secteurs de l'industrie du divertissement. Par exemple, la holding possède 60% de Gilbert Coulier Productions. Et c'est peut-être ça qui explique la présence par exemple de Gad Elmaleh dans le live de McFly et Carlito. Gad Elmaleh est un artiste qui a été produit par Gilbert Coulier. Et les autres, t'as cherché les autres Alors, j'ai pas non plus cherché tout le monde, c'est une grosse enquête, mais c'est pas non plus une énorme enquête. D'accord, donc ça veut dire que derrière cette opération de charité, en fait, il y a aussi une opération de promotion des artistes en lien avec Fimalac, qui est donc détenu par Marc Ladré de La Charrière, le multimilliardaire, qui était impliqué notamment dans l'affaire Fillon. Eh oui, et c'est tout ce petit monde qui demande l'argent magique des abonnés pour soutenir l'hôpital public. Putain, tu m'étonnes que Macron ait trouvé ça génial. Allez, bon week-end les vrais gens, et n'oubliez pas de garder votre esprit critique, même en cette période d'union nationale, et peu importe ce qu'en dit Stéphane Guillon. Bah ouais, parce qu'il vaut mieux être Tintin et Milou que Stéphane Guillon, tiens. Ouais, ça c'est de la punchline. Bah ouais, moi le vendredi, je suis chaud. Merci Usul et Cotentin, les Confinotes. Fabien, on te retrouve la semaine prochaine.
Ça marche, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Moi, je vous dis à lundi avec Valentino Berti pour un nouveau numéro d'Alerte Libre. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à Mediapart, bien sûr, et écrivez-nous à alertlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et haut les cœurs.